Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, l'émission de décryptage des faits de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est en direct chaque dimanche à partir de 11h et c'est avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina Faso. Ce matin, 4 sujets convoqués au débat. D'abord, le report des élections municipales au mois de mai 2022. Le dernier conseil des ministres a adopté donc un projet de loi et demandant au Parlement burkinabé une prolongation d'un an de mandat des élus locaux. Mais l'opposition estime que les élections ne doivent pas être reportées. Pourtant, pour le gouvernement burkinabé, ce report a pour but de pouvoir conduire des réformes adéquates, notamment le code électoral et le code des collectivités territoriales. Une question donc, que penser de ce report? Pourra-t-il vraiment permettre une meilleure organisation du scrutin? On en parle dans le débat de presse ce matin. Et ce matin également, le lancement d'un numéro vert pour signaler les violences basées sur le genre. Une première au Burkina Faso, mais permettra-t-il véritablement de pouvoir réduire le phénomène si on connaît le poids des traditions dans notre pays? Réponse avec nos invités. Et avec nos invités également, on discutera du stade du 4 août suspendu pour les compétitions internationales de la CAF, une décision qui ne devrait pas surprendre si on sait le nombre d'interpellations, pas du gouvernement mais aussi de la Fédération burkinabé de football pour le respect des normes internationales. Mais pourquoi alors se toller quand devra-t-on véritablement nous assumer dans ce pays? Et réponse avec nos invités et toujours dans le débat de presse ce matin. Et ce matin, on parlera du Sénégal avec cette affaire de viol qui conduit à des manifestations et des troubles politiques dans le pays. Que révèle donc l'affaire Sonko? Réponse avec nos invités. Et nos invités, c'est Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, éditorialiste et analyste politique. Bonjour. Bonjour, Foussine. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité, Xavier Belemiègré, rédacteur en chef de Radio Burkina, éditorialiste et analyste. Bonjour. Bonjour, Kindo. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité, Boukari Ouoba, de journal d'investigation Mutation. Vous êtes le rédacteur en chef. Bonjour. Bonjour Kindo. Merci d'être là pour le débat. Et puis, quatrième invité à débat de presse, Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Vous êtes rédacteur en chef, éditorialiste et analyste politique. Bonjour Dabadi. Bonjour Foussine. Et merci d'être là pour le débat. Et on va commencer avec vous, Boukari Ouoba. D'abord, ce report des élections municipales à mai 2022, est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Le gouvernement a annoncé les raisons, comme vous l'avez rappelé en introduction. C'est essentiellement pour engager des réformes au niveau du code électoral et de la loi sur les collectivités territoriales. Pour ce qui est du code électoral, ce que je peux déplorer, c'est le fait qu'on soit permanemment dans la révision donc, de cette loi-là, qui est quand même une loi majeure qui organise les élections dans notre pays. J'ai comme l'impression qu'à la veille de chaque élection, il faut d'abord réviser le code électoral avant de pouvoir organiser les élections. Nous venons de sortir d'une élection présidentielle et avant l'élection présidentielle, on a eu la révision du code électoral. En 2015, avant d'aller aux élections couplées présidentielles et législatives, nous avons encore révisé le code électoral. Donc ça donne cette impression que véritablement notre code électoral est un code mouvant. Et ça aussi, ça ne permet pas véritablement d'asseoir une bonne démocratie. Parce que ce sont les textes d'abord qui font la démocratie avant qu'on aille vers la pratique. Donc c'est ce que je déplore surtout. Si c'était uniquement le code des collectivités territoriales, on peut comprendre qu'effectivement, ce texte-là puisse être révisé, mais je crois que ce qui semble être mis en avant, c'est surtout le code électoral. Ça, ce sont les raisons officielles avancées par le gouvernement. Mais au-delà, je pense qu'on peut trouver d'autres raisons. On peut trouver d'autres raisons, que tout le monde ne partage pas ces raisons-là. Je pense, pour ma part, que les partis politiques sont peut-être un peu essoufflés, notamment les partis de la majorité. On vient de sortir d'une élection couplée présidentielle et législative, une élection qui a été très coûteuse pour ces partis-là, au plan matériel, au plan financier, au plan humain, sur tous les plans. Donc, vouloir encore que les mêmes partis repartent donc à la conquête de l'électorat
en l'espace de combien de mois, 4-5 mois, je crois que c'est difficilement tenable pour ces partis-là. Donc, ils ont peut-être trouvé un peu ce consensus mou-là, au niveau des partis, surtout de la majorité présidentielle, puisqu'aujourd'hui c'est pratiquement une majorité écrasante, donc de pouvoir proposer donc, le report des élections, des reports d'1 an, un report qui, de mon point de vue, risque de décupler encore le coût des élections. Je pense bien que si on était allé directement aux élections en mai 2021, avril-mai 2021, on aurait peut-être fait l'économie d'une révision du fichier électoral. Or, si on doit ramener les élections 1 an après, nécessairement, je pense que ça va... Mais le Premier ministre, lors de son discours de politique générale, avait dit que bon, ils allaient aller à une réorganisation du territoire. Et donc, cette réorganisation ne peut pas se faire forcément quand on sait que bon, on est dans l'attente d'une élection. Enfin, donc finalement, il faut qu'on nous dresse locales. Il faut qu'on nous dresse tout le scénario. De mon point de vue, si on était allé aux élections, maintenant, on aurait pu, après les élections, effectivement, faire encore le découpage. Mais Boukari, si on procède à on va à ces élections et après on procède à des redécoupages, est-ce qu'on n'a pas le risque d'avoir des zones qui seront laissées pour compte? C'est possible, mais on a vu des moments où les exécutifs locaux ont été suspendus et la gestion donc, de ces collectivités-là ont été confiées donc, à des responsables comme des préfets qui ont assuré des délégations spéciales. Donc il y a toujours moyen de trouver des gens pour gérer comment j'ai dit, une collectivité, et pas forcément par les élections. Dans tous les cas, moi, c'est ce perpétuel recommencement-là, en fait, qui me dérange. Voilà. En 2015, on a organisé des élections couplées législatives et présidentielles, et puis les municipales ont suivi. Cette année, on vient organiser la présidentielle et les législatives. On dit qu'il faut reporter les municipales. Je ne sais pas exactement vers quoi on va avec... voilà, oui, Dabadi, est-ce que c'est votre avis également que cette instabilité des textes-là peut aussi jouer sur ce processus et même sur notre démocratie? Oui, tout à fait juste, hein, parce que lorsque on révise régulièrement les textes, naturellement, ça peut poser un problème à un moment donné. Parce que les acteurs n'ont pas la même lecture de la chose. La preuve, vous avez vu que l'opposition déjà rue dans les brancards et demande à ce que ce report-là soit annulé. Tout simplement parce que l'opposition ne fait pas la même lecture que la majorité, ce qui est tout à fait juste. Donc je pense qu'il faut effectivement travailler à avoir un code électoral, qu'on ne révise pas à chaque élection. Voilà, il faut quand même prévoir des lignes directrices, hein, à mon avis, qui feront que, bon, qu'on ne soit pas effectivement dans ce perpétuel. C'est comme un perpétuel de commencement en fin de compte. Et là, effectivement, ça peut créer une instabilité. Et la preuve, on a vu ça avec l'élection de 2016-17 à Begdo. Vous voyez, la crise est née du fait que finalement, on a créé des villages juste avant l'élection. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Certains disaient qu'il fallait les prendre en compte, d'autres disent qu'on ne pouvait pas. Mais finalement, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu des affrontements, il y a eu des blessés. Donc c'est pour dire qu'à mon avis, il faut effectivement travailler à assainir nos textes pour qu'on ne soit pas dans un perpétuel recommencement. Mais moi, je voulais dire qu'au-delà de cet aspect, il faut quand même dire que ce report, moi, il ne me surprend pas. En toute sincérité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous faites le constat, on sait qu'il y a des localités la loi n'est pas qui encore restent... votée à l'Assemblée, c'est le gouvernement qui demande Bien à sûr, l'Assemblée. oui, mais c'est pour dire donc, que... c'est possible que les députés aillent dans un autre sens. C'est possible, mais ça m'étonnerait pour la simple raison quand même que le MPP est majoritaire avec ses alliés. Je ne vois pas comment l'opposition, par exemple, peut bloquer en cas de vote. En tout cas, je ne vois pas ce scénario-là. Mais c'est pour dire qu'il y a un autre aspect peut-être qu'on n'a pas évoqué. Boukar l'a dit, les partis politiques viennent de sortir d'une élection il n'y a pas longtemps, notamment la majorité. Alors aujourd'hui, si vous faites un constat, la majorité est en train de se réorganiser. Donc il y a un travail de réorganisation qui est en cours. Alors, si on va tout de suite à des élections, ça peut poser un problème. Or, l'opposition, comme on l'a vu, il y a eu pratiquement une reconfiguration sur l'échiquier politique national. On sent qu'il y a eu une redistribution des cadres sur l'échiquier politique national. Et donc, l'opposition voudrait, notamment le CDP qui est arrivé en deuxième position, maintenir cette dynamique. Or, s'il y a un report, naturellement, on ne peut plus, on va casser cette dynamique-là. Et donc, je pense que ça peut être l'une des raisons
qui pousse aujourd'hui l'opposition à demander effectivement à ce que on ne puisse pas reporter ces élections. Mais je pense aussi que l'autre peut-être élément qu'on n'a pas évoqué, c'est la question sécuritaire quand même. Parce que contrairement aux élections législatives et à la présidentielle, on avait effectivement essayé de mettre de côté certaines communes. Alors, il s'agit d'élections locales. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut encore mettre des communes à l'écart? On ne peut pas, parce qu'il s'agit des élections locales. Donc, il faut tenir compte de cet aspect. Or, aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de mesures en cours qui visent effectivement à réorganiser l'appareil sécuritaire. Et donc, il faut en tenir compte, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des communes qui sont inaccessibles du fait de l'insécurité. Alors, face à une telle situation, je pense quand même qu'il est du devoir du gouvernement de prendre des mesures pour éviter que les citoyens ne s'exposent davantage à l'insécurité. Donc, pour vous, ça peut être l'une des raisons aussi qui justifie, j'allais dire, ce projet que le gouvernement vient d'adopter. Donc, je pense qu'il y a des raisons valables, tout à fait, qui peuvent justifier ce report. Mais comme je l'ai dit aussi, l'opposition, chacun est dans son rôle en réalité, il faut le reconnaître. Voilà, l'opposition a aussi compris que, au-delà de ce qu'on évoque, c'est-à-dire les questions sécuritaires, la nécessité effectivement de toiletter les textes, etc., il y a quand même il y a la question politique. Voilà, ce n'est pas rien. Et donc, je pense que chacun joue son rôle ici. Ce qu'il faut souhaiter est que les acteurs puissent se comprendre et qu'au finish, ce report, s'il a lieu, et qu'il permet d'organiser des élections dans un climat apaisé, dans un climat serein. C'est le plus important. On verra ça dans le cours du débat. Oui, Barry, vous êtes également dans cette expectative où on estime que l'instabilité des textes, c'est vrai, il y a des raisons objectives qui sont avancées, mais derrière, il ne faut pas occulter aussi cette donne politique. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé fraîchement installé l'a relevé. Mais est-ce que ce n'est pas de bonne guerre de pouvoir procéder à ces retouches si on a le pouvoir d'État? Bon, enfin, on va pas forcément quand on a le pouvoir d'État, mais je veux dire, la loi est une disposition qui s'applique à une société en évolution. Elle ne peut pas être figée. Parce que la société évolue, il est important à un moment donné de revoir ces textes-là pour qu'elles soient conformes à la société. Ici, le texte, la loi prend en compte l'évolution d'une société, donc elle ne peut pas être une disposition figée. Les deux intervenants ont évoqué des raisons, donc on peut les regrouper. Il y a des raisons objectives et des raisons subjectives. Parmi les raisons subjectives, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des raisons budgétaires. On sort d'une élection où tout le monde est secoué financièrement. Ce n'est pas forcément la majorité présidentielle seulement. Même l'opposition est secouée parce qu'elle a dû dépenser. Les élections coûtent excessivement cher en Afrique et donc au Burkina. Et la position de l'opposition, à mon avis, est une position de principe. Je ne pense pas qu'il soit fondamentalement opposé à ce report qui, du moins, est indispensable si on se réfère aux réformes en perspective. Il est question que désormais, le maire soit élu directement par la population et non par des conseillers municipaux. Et donc cela nécessite forcément une réorganisation, une relecture des textes. Donc ça engendrera à la fois la relecture des textes qui régissent donc les collectivités territoriales, la loi électorale forcément. C'est parce qu'on va nécessairement relire les textes qui régissent les collectivités territoriales que forcément ça va entraîner la relecture de la loi électorale, mais aussi il y a le fichier électoral qu'il va falloir revoir si effectivement on s'entend, et je ne pense pas que l'opposition soit aujourd'hui opposée à ces réformes-là. Donc je trouve que le fait que la population puisse élire directement son maire est une excellente chose parce que on va l'affranchir un peu du diktat des conseillers municipaux qui évidemment ne pourront plus le faire tomber, même s'ils vont avoir un pouvoir assez fort. Si on ne relit pas en profondeur les textes, ils ne pourront pas évidemment le faire partir, mais ils peuvent le bloquer parce que les conseillers municipaux fonctionnent sous forme d'assemblée délibérative, donc ça peut causer un problème à ce niveau-là. Donc je pense que le report de ces élections me paraît indispensable, puisqu'il faut d'abord un dialogue politique, comme on l'a vu avant ces élections. Il y a 2 ans, il y a eu un dialogue politique donc, sur la présidentielle et les législatives. Il y a les communales qui doivent venir. Donc, il va falloir avoir un dialogue politique. Et ce dialogue politique doit permettre donc la relecture des textes dont je parlais tout de suite.
À mon avis, et puis en plus, il y a un délai incompressible qui est le délai constitutionnel de 120 jours, c'est-à-dire donc 4 mois pour convoquer le collège électoral. Donc pour moi, ce report est indispensable et la position de l'opposition, pour moi, est une position de principe qui peut être revue. Oui, Xavier Belém-Négré. Moi, je partage l'avis de Barry parce que d'abord, par rapport au texte, je pense que les textes sont appelés à évoluer en fonction de l'évolution autour de la société. Si en 2015, on avait voté certaines dispositions et en 2021, on estime que pour organiser une élection, il faut changer certaines dispositions, il faut les changer, pourvu que la classe politique s'entende et qu'on ne dérange pas peut-être certains principes mais qui on l'a organisent vu la société. pour les élections couplées législatives présidentielles, Oui. où certains partis ont estimé qu'ils ont été exclus du débat, dans la mesure où ils estimaient que quand on parle de la classe politique, on doit prendre la classe politique dans son ensemble. Oui, quand vous prenez parce par exemple que les à l'époque, non-alliés. Oui, justement, à l'époque, les non-alliés ne s'étaient pas formellement organisés comme il se doit. Par exemple, le dialogue politique qui a eu lieu en 2019, je pense que c'est après que l'ONA est né, avec le professeur Abdoulaye Souma. Bon, je pense que s'ils sont organisés comme il se doit, le chef de l'État pourrait les convoquer comme l'opposition pour faire partie de cette classe politique dans son ensemble, pour qu'on discute sur les dispositions à changer pour que ça convienne à l'ensemble de la population. Ça, c'est, en tout cas, c'est mon point de vue par rapport au texte. Maintenant, sur les questions de report, je pense qu'ils ont évoqué les régions budgétaires, les partis politiques sont essoufflés, mais il y a aussi la CENI. Vous oubliez que souvent, quand on organise des élections pareilles, on est souvent soutenu par la communauté internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, la CENI est financièrement assise pour redéployer son matériel pour enrôler les électeurs et aussi organiser les élections comme il se doit? Ça, oui, c'est une question pendante que le gouvernement n'a pas officiellement avancé. Oui, selon ce que Boukari nous disait au début, tout le dispositif n'est pas totalement démantelé. Donc, justement, effectivement. Mais je pense que les raisons profondes là, c'est sur le Code général des collectivités territoriales. Figurez-vous que le code qui date de 2004, si je ne me trompe pas, il y a des dispositions qui disent par exemple que les communes urbaines doivent avoir 25 000 habitants avec un budget qui tourne autour de 25 millions. Les communes rurales, 5 millions, avec un certain nombre de populations, 5 000, je crois. Aujourd'hui, on est dépassé par ces dispositions-là. Il faut relire fondamentalement. Et vous l'avez évoqué par rapport au redécoupage. Moi, je ne pense pas qu'il faut aller aux élections et redécouper après. Il faut mieux redécouper, avoir tous les enjeux, et puis on part maintenant aux élections. Si on part aux élections et on redécoupe après, ça va créer véritablement problème et les maires ne pourront pas gérer les choses. Voilà, on voit des villages qui vont certainement venir avec des revendications. On va vous dire, vous ne faites pas partie de ma commune, peut-être c'est de cette autre commune. Donc, il y aurait des problèmes à gérer si on part aux élections avant le redécoupage. Ça, c'est mon point de vue. Oui, Boukari. Non, je crois que là où il n'y a pas de débat, c'est sur la pertinence des éventuelles réformes. Il est nécessaire qu'on puisse réviser le Code général des collectivités territoriales et le Code électoral, si tant est qu'on veut effectivement évoluer, notamment comme Barry le disait tout à l'heure, en ce qui concerne l'élection du maire. Mais je dis, si seulement c'est aujourd'hui qu'on doit le faire, c'est que nous n'avions pas eu de vision, ou alors nous avons eu une vision à court-termiste. C'est cela. On ne peut pas avoir révisé le code électoral tout de suite en 2020, organiser des élections, et puis revenir en 2021 parce qu'on doit organiser les élections municipales, on dit qu'il faut réviser le code électoral. Et je vous rappelle qu'en 2015, avant d'aller aux élections, on a révisé le code électoral. C'est ça, j'ai dit, on ne peut pas réviser le code électoral. Ça, il ne s'agit pas de s'adapter à notre société. Ce n'est pas parce que la société évolue que tous les jours, on doit relire notre code électoral. Sinon, finalement, on n'a même pas de texte. Ça ne permet pas d'ancrer, d'asseoir véritablement notre démocratie sur des textes qui sont des fondements. Donc, c'est là où moi, ça me pose problème. Deuxième aspect, c'est le fait qu'effectivement, on organise une élection, à peine 4 mois, on doit organiser une autre élection. Ça, je pense que ça pose le problème de notre cycle électoral d'une manière générale. Moi, si j'avais une proposition à faire, je me pose des questions. Pourquoi il ne serait pas possible d'organiser une élection triplée? On a organisé plusieurs fois des élections couplées. On a fait, je crois,
En 2012, on a couplé législative et municipale. Et puis après, ça fait 2 fois de suite, nous avons couplé législative et présidentielle. Mais si on doit organiser des élections, faisons des élections générales, présidentielles, législatives, municipales. Et puis on sait que tous les 5 ans, nous avons des élections générales. Ça nous évite de dépenser énormément, on va économiser. On va minimiser certains risques parce qu'on a évoqué la question sécuritaire. Voilà, aller aux élections 2 fois de suite en l'espace de 6 mois, c'est doublement risqué. Or, si on doit faire un coup KO, c'est un coup KO. Ça passe ou ça casse. Je pense que ce serait beaucoup mieux de réfléchir beaucoup plus dans ce sens-là que de rester dans la perspective, bon, on va à chaque fois organiser des élections présidentielles et législatives, peut-être même que d'ici là, on va découpler ça aussi, et puis on aura 3 cycles électoraux, on va organiser chaque année, du moins tous les 5 ans une présidentielle, tous les 5 ans une législative, tous les 5 ans. On va passer le temps à organiser des élections. Je pense que c'est coûteux, c'est intenable pour des pays comme les nôtres. Il faut revoir carrément notre cycle électoral. Oui, réaction d'Avadi Zoumbara. Je veux dire effectivement que sur la pertinence, je crois que c'est clair. Tout le monde est d'accord que c'est pertinent de le faire. Mais c'est effectivement le timing choisi qui pose problème. Comme Ouba l'a dit, on ne peut pas comprendre qu'en 2020 à côté, on a essayé de réviser le code électoral. En 2021 encore, il faut encore le réviser. Ça pose effectivement un problème. Voilà pourquoi j'ai dit que ça peut fausser la lecture de certains. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'opposition aujourd'hui n'est pas d'accord. Sinon, je pense que la question du report même avait été posée dans son ensemble en ce qui concerne les législatives et les municipales. Je pense qu'au niveau des députés, tout le monde était plus ou moins d'accord, parce qu'on a dit qu'il y a eu un consensus. C'est quand les populations ont commencé à critiquer que, bon, certains ont tourné kazakh, parce que, bon, voilà, ça ne leur permettait pas de mobiliser les militants pour aller aux élections. Sinon, je pense qu'on se comprend bien sur le sujet. C'est pertinent, mais il faut éviter, effectivement, que ce soit à la veille d'une élection qu'il faut, effectivement, parler de révision. Xavier Willem-Yagre. Oui, moi, je ne suis pas d'avis quand on estime qu'il faut être rigoureux par rapport au texte, parce qu'il y a souvent certains impératifs. Et le cas présent, c'est le redécoupage administratif. Est-ce qu'à la révision de 2020, on pouvait intégrer cette disposition au niveau du code électoral pour réviser, pour aller aux législatives? C'était une grande interrogation. Est-ce qu'à l'époque, on pouvait l'intégrer? Le redécoupage n'est pas encore un acquis. Non, justement. C'était un autre je débat pense que, à oui, finir. justement. Et si on va dans cette perspective, peut-être même que les élections, ce n'est pas dans un an. Ah oui, Voilà, si en 2029 ou bien en 2030, la population s'augmente et qu'il faut redimensionner encore le territoire, on va réviser encore le code électoral. Ça, moi, je ne pense pas que cette disposition... Moi, je ne pense pas que permettez-lui de terminer et ensuite vous réagissez. Il y a un principe qui est de respecter les échéances des élections. Okay. N'est-ce pas? Oui, c'est un principe. Et il faut respecter ça. Et au stade actuel, les textes qui sont là, permettent de tenir les élections. C'est parce qu'on a d'autres visions, mais ces visions-là, normalement, ne devraient pas primer sur une condition première qui est posée, qui est de respecter donc la date des élections. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si on a une autre vision, qui est une excellente vision, on est tous d'accord avec ça, c'était de travailler de telle sorte à intégrer ça dans le timing, dans le délai qui permet de respecter aussi l'échéance des élections. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui, vous aviez terminé. Sur le respect des principes qui organisent les élections, là, je suis d'accord. On doit respecter certains principes. Maintenant, pour les dispositions législatives, là, pour certaines dispositions du code électoral, moi, je ne pense pas que réviser une disposition du code électoral pose un problème. D'autant plus que ici, le cas évoqué, c'est une question de redécoupage. C'est une question de redécoupage. L'autorité ne l'a même pas dit officiellement. Oui, mais justement, puisque le Premier ministre l'a annoncé officiellement, on va les découper. Non, Ousseini Tamboura, le ministre porte-parole du gouvernement, disait que leur projet vise à demander à l'Assemblée la prorogation du mandat des élus municipaux et régionaux pour 1 an, de sorte à pouvoir reporter les élections municipales au mois de mai 2022, afin de pouvoir conduire une dynamique de discussion dans le cadre du dialogue politique avec tous les acteurs, une réforme législative et un certain nombre de réformes. Et ces réformes concernent le code électoral et le code général des collectivités territoriales. Oui, justement, et peut-être c'est le contenu peut-être de certaines dispositions qui peut être à débat. Sinon, pour moi, si les raisons évoquées pour reporter les élections par rapport à certaines dispositions qui sont liées au redécoupage du territoire, moi je ne pense pas que ça se pose un problème. Tout à fait. Le principe d'organiser les élections chaque 5 ans ou chaque, je ne sais pas,
chaque 5 ans. Si avant les élections, il chaque faut 7 retoucher ans, les, voilà, ça il peut- faut retoucher les dispositions législatives. Moi, je ne pense pas que ça pose un problème. Ça n'a pas été pertinent lors des récentes réformes. Tout à fait. Oui, mais justement, moi, mais la je question le dis. qui est On doit pendante pouvoir- actuellement, Oui, allez-y Boukari. On doit pouvoir avoir un texte qui permette d'organiser 2 élections de suite sans avoir à toucher le code électoral. Si ça, on n'est pas capable de faire ça, c'est que nous manquons véritablement de vision. L'élément qui peut être défendable, c'est la question justement du redécoupage du territoire. Mais je vous dis, ça c'est une raison qui tombe aujourd'hui. Sinon, de par le passé, on a révisé sans avoir justement une telle réforme importante. Donc on a l'impression qu'on s'est installé dans une sorte de révision perpétuelle de nos textes. J'ai dit ça crée une certaine instabilité. Et ça, il faut qu'on en sorte. Autrement, le report des élections, vous savez, dans la pratique, qu'on reporte les municipales ou bien qu'on les tienne en avril-mai 2020, moi je ne vois pas c'est quoi ça change fondamentalement. Ça change quoi fondamentalement? Mais je vous dis, le report là, en termes de coût, ça va peser. Ça va peser sur Oui, le budget. Parce que Barry ça va avait demandé nécessiter la parole. On une termine avec révision, vous, ça va Barry, parce nécessiter qu'on une est un peu révision plus du par le fichier temps. électoral, alors que si on n'avait pas reporté, on n'aurait pas eu besoin de On a réviser compris le votre fichier point de électoral. vue, Boukari Ouba. Barry, vous avez la parole. Enfin, je comprends un peu la position de mon confrère Ouba. Mais ici, à mon avis, c'est ma compréhension, ce n'est pas les élections communales qui entraînent la modification du code électoral. La modification du code électoral est entraînée par la nécessité d'aller à des réformes majeures qui ne peuvent pas aller avec le code électoral actuel. S'il y a des réformes, s'il y a un découpage, si le maire doit être élu désormais par la population directement, au lieu qu'il soit élu par les conseillers municipaux, il n'y a pas une autre formule pour qu'on ne révise pas le code électoral. Et sur la question des textes, bon, on est sûr, je comprends pertinemment votre point de vue, mais il ne s'agit pas de modifier la Constitution qui est la loi fondamentale. Il s'agit d'une loi électorale qui organise un peu comment le processus doit se conduire. Je pense qu'à mon avis, cette modification, la relecture d'un code électoral ne peut pas forcément porter atteinte au choc démocratique, surtout quand il est mené sur une base consensuelle comme il se doit et certainement comme il se fera au Burkina, je pense. Tout à fait. Oui, on va aller rapidement au deuxième sujet de débat, le numéro vert pour signaler les violences basées sur le genre d'Abadi Zumbara. C'est une première dans le pays, mais on le sait aussi, dans le pays, on a pris un certain nombre, quand c'est lié au genre, quand c'est lié aux violences conjugales et tout, il y a des dispositions. Quelles sont les chances, par exemple, d'un tel projet d'aboutir? Oui, bon, il faut d'abord saluer effectivement la mise en place de ces numéros verts au profit des femmes parce que ça pourrait contribuer naturellement à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Les cas enregistrés en 2020 donnent un chiffre à peu près de 700. Alors, ça montre quand même que notre société devient de plus en plus violente. Selon les statistiques, 30% des femmes estiment avoir été victimes d'agressions sexuelles dès l'âge de 13 ans, par exemple. Bon, vous voyez, alors, c'est pour dire effectivement qu'il y a urgence de se penser sérieusement sur le sort qui est réservé à la femme. Mais je pense que pour moi, le plus important, ce n'est pas la mise en place du numéro vert. C'est le traitement qui sera réservé aux cas qui seront dénoncés. Parce qu'une chose, effectivement, bon, c'est de prendre une mesure et une autre, c'est de veiller à l'application de cette mesure. Et effectivement, en la matière, malheureusement, il y a des raisons qui ne nous permettent pas d'être aussi optimistes. Pour preuve, vous avez la loi, par exemple, sur le quota genre. Aujourd'hui, on voit ce qui est devenu cette loi. Beaucoup de femmes ont dépensé une folle énergie pour qu'on puisse adopter cette loi. Aussitôt adoptée, quelques mois après, on a balayé pratiquement du revers de la main. Ça pose véritablement un problème. Donc c'est pour dire que ici... Même que pendant l'élection présidentielle, des candidats se sont engagés au respect de cette mais loi. Malheureusement, ça n'a pas été
l'engagement n'a pas été tenu. Donc c'est pour dire qu'ici c'est une excellente chose, mais encore faut-il travailler à ce qu'on puisse véritablement atteindre les résultats escomptés. Nous sommes dans une société où les citoyens n'ont pas la culture de la dénonciation. Ça, c'est un aspect qu'il faut souligner. Et l'autre aspect, c'est comme on l'a dit, comme on le dit généralement, le last, c'est là en famille. Alors, s'il faut l'exposer, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour dire qu'il peut y avoir des violences qui risquent de ne pas être dénoncées. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui ont été communiqués, rien que la ville de Ouagadougou, je crois, on a enregistré 1000 divorces en une seule année. C'est un chiffre assez important. Alors, si effectivement, avec la mise en place de ces numéros verts, on devrait traiter des cas comme il se doit, eh bien, on risque, si on ne fait pas attention... Rien n'indique que ces divorces sont liés à des violences conjugales. Justement, oui, mais ça fait partie. C'est pour dire que même s'il y a un seul, on risque d'augmenter le nombre. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'on risque, au lieu de sécuriser la femme, on risque de la mettre dans une insécurité. Je pense qu'il faut sensibiliser d'abord les hommes et aussi les femmes par rapport effectivement à la question, pour que effectivement au finish on puisse comprendre qu'il y a nécessité de sécuriser la femme. Je pense que les femmes ici doivent effectivement profiter de ce dispositif qui est mis à leur disposition pour dénoncer effectivement les différentes formes de violence. Parce que quand on parle de violence faite aux femmes, généralement on passe aux violences physiques. Le numéro concerne des violences basées sur le genre, parce qu'ils incluent également les violences faites aux hommes. Oui, je suis d'accord, c'est de ça que je parle. Je dis parce que généralement quand on parle de violences faites aux femmes, on ne voit que par exemple les violences sexuelles ou les violences physiques. Or, il y a aussi des violences financières. Vous avez ces maris qui se lèvent le matin, ils ne donnent pas popote à madame, il disparaît, il va aller boire la bière. Ce sont des violences faites aux femmes. Ces cas doivent être dénoncés et traités. Donc je pense que le gouvernement, il faut l'inviter, si ce n'est pas fait, à mettre en place une véritable batterie de mesures pour que les cas qui seront signalés soient traités d'abord dans la transparence, mais aussi dans un cadre assez d'équité, pour éviter qu'on ne tombe dans des travers. Parce que si des femmes font des dénonciations et qu'il n'y a pas, au finish, les cas ne sont pas traités, ça dort dans les tiroirs, eh bien, on n'arrivera pas de résultat. Ça va les décourager et finalement, ces numéros ne vont plus servir. Oui, je vois votre voisin sourire. Oui. Apparemment, il ne doit pas être d'accord avec vous. Non, en fait, je partage les mêmes inquiétudes parce que pour moi, c'est le mécanisme qui est suivi pour gérer ces plaintes qui seront certainement dénoncées, soit par la femme ou l'homme. Voilà. Est-ce que le ministère s'est véritablement entouré de professionnels, d'acteurs sociaux qui vont traiter ces plaintes vraiment dans la grande discrétion pour qu'il n'y ait pas le revers de la médaille? Parce qu'il faut s'inquiéter aussi. Ça peut amener des gens à faire des dénonciations qui ne sont pas forcément des violences. Voilà. Parce qu'on n'est pas content, parce que, un exemple banal, parce qu'on ne m'a pas donné l'argent qu'on me donne régulièrement, je n'ai pas pu faire ce que je veux. J'interpelle la personne. Vous craignez des dérapages. Oui, vous interpellez la personne, il vous insulte ou quoi. Bon, vous prenez ça comme une violence, vous dénoncez. Et lorsqu'on fait peut-être le retour, on appelle le mari ou la femme pour dire, on m'a appelé à l'action sociale par rapport à ce problème. Qu'est-ce que ça peut créer comme conflit à l'interne du couple? Je pense que c'est peut-être ça aussi que le ministère doit réfléchir. Pour moi, le numéro vert, je pense qu'il fallait peut-être l'adosser au service de la justice de façon ordinaire. Parce que quand il y a un problème, on sait que c'est la justice qui traite. Maintenant, si vous le détachez comme ça, vous l'amenez à l'action sociale, c'est comme une autre forme de tribunal. Voilà. Non, pas forcément, mais peut-être qu'on va peut-être traiter le problème à un premier degré avant d'aller au contentieux juridique dont évoque Dabadi Zoumbara. C'est peut-être ça aussi l'intérêt de ce numéro. Oui, Abdoulaye Bari, vous... est-ce que vous êtes sceptique un peu sur les chances d'aboutissement d'un tel projet? Xavier l'a dit, il y a le poids aussi des traditions. Quand on se marie pas à un homme, on se marie à une famille. Et souvent, c'est les petits frères du mari qui gèrent certains aspects. Je pense que l'initiative en soi n'est pas une mauvaise chose, mais tout dépendra de ce que l'on en fera. Okay? Et puis, je pense qu'il y a une précision peut-être à faire. Je ne pense pas que le numéro vert soit uniquement là pour que
un homme ou une femme appelle parce qu'il a subi des violences physiques et puis traduire son partenaire devant la justice, je ne pense pas ça. Et effectivement, il y a une nécessité que les mesures là, surtout dans ce domaine, tiennent compte, vous le savez bien, de nos traditions, de ces pesanteurs socio-culturelles. Mais pour moi, ce numéro peut avoir un avantage parce que, au-delà des violences physiques, au-delà des violences financières, comme le dit bien mon parent, au fait, il y a une autre forme de violence qui tue peut-être les femmes à petit feu, qui n'est ni physique ni financière, comme il le dit. Vous avez des femmes, par exemple, qui, dans leur foyer, ont arrêté de vivre depuis longtemps. Elles sont mariées, mais elles ne sont pas dans un foyer. C'est important à savoir la nuance. Ce sont des femmes mariées, mais elles ne sont pas dans un foyer. Et la pudeur qui entoure notre éducation fait que souvent, ce n'est pas facile pour certaines femmes de dire leurs problèmes à une amie ou à un ami ou à un parent. Parce que, vous voyez, quand on se marie, vous avez une femme qui vous accompagne généralement dans la chambre nuptiale, qui vous donne des conseils, elle vous apprend comment vous devrez gérer votre foyer. Et parmi ces méthodes-là, il y a aussi le silence et la discrétion autour de tout ce qui peut arriver comme problème dans le foyer. Donc, elle est éduquée à ne pas expliquer ses problèmes. Donc, elle vit l'enfer dans son foyer, elle meurt à petit feu sans pouvoir raconter à quelqu'un. Donc, l'avantage du numéro vert, c'est que désormais, il ne s'agirait pas pour elle d'aller convoquer son mari devant un tribunal. Ce n'est pas ça forcément l'idée. C'est qu'elle peut parler à quelqu'un. Ça peut être un psychologue qui va l'accompagner à résoudre son problème. Ça peut être un conseiller conjugal à qui elle parle, d'autant plus que ce conseiller au bout du fil ne la connaît pas, elle ne le connaît pas non plus. Il y a l'anonymat qui est garanti. Donc, il y a un accompagnement psychologique pour, disons-le clairement, ce sont les femmes qui sont pour la plupart du temps des victimes. Donc, ces conseillers conjugaux peuvent accompagner ces femmes-là à renaître de leurs cendres-là. Et puis, bon... sans que ce ne soit une affaire de tribunal, parce qu'en Afrique, généralement, si on arrive effectivement à un stade où on doit traîner son partenaire devant les juridictions, je pense qu'il n'y a plus de... On atteint un stade de non-retour. Tout à fait. Mais l'avantage, c'est que la femme peut avoir un accompagnement psychologique. Oui, Boukari, c'est votre avis également. Comme l'a dit le ministre de la Femme, Hélène Marie Laurence Ilboudo, que la création du numéro spécifique répond à la pertinence du phénomène, à la persistance plutôt du phénomène, mais va permettre aussi de mettre en place un mécanisme de dénonciation. Oui, on va dire que c'est une bonne chose qu'il puisse avoir un dispositif qui facilite, qui permette à la femme ou à l'homme éventuellement de dénoncer dans des cas de violence qu'il ou elle subirait. Mais on peut se poser aussi la question, si aujourd'hui on n'a pas véritablement des dénonciations, suffisamment de dénonciations, est-ce que c'est parce que les intéressés, les victimes, ne connaissent pas les procédures de dénonciation, ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas 100 francs, 150 francs pour appeler un numéro quelconque pour dénoncer? Donc c'est véritablement pas ça. Il peut y avoir d'autres causes, d'autres raisons beaucoup plus profondes, donc sociologiques, et comme les uns et les autres l'ont déjà dit sur ce plateau. Je pense aussi que d'une manière générale, c'est tout souvent notre société qu'il faut soigner. On est devenu de plus en plus déstructuré, et contrairement à ce que vous disiez tantôt, à savoir que quand on se marie à une famille. Je crois que ça c'était avant. Aujourd'hui, on ne se marie plus à une famille. Le mariage est devenu une affaire individuelle entre deux personnes. Nous, on les accompagne tout simplement. Aller s'asseoir, écouter le sermon donc, du maire, et puis on se lève, on se quitte. Excusez-moi, mais on s'en fout de ce qui se passe après dans la famille. Si on continue de se marier réellement entre familles, je crois qu'il y aurait véritablement moins de violence. Ou bien, comme Barry le disait tantôt, dans le mariage, on peut imaginer effectivement que la jeune fille ait un accompagnement avec une femme bien âgée, donc qui lui dit voici un peu comment il faut se comporter. Je crois que tout ça c'était avant. Si aujourd'hui il y avait encore ça, peut-être qu'on aurait moins de problèmes comme on le vit aujourd'hui. Parce que véritablement, les violences faites aux femmes aujourd'hui, moi je pense que c'est beaucoup plus en milieu urbain qu'en milieu rural. Je le pense fortement. Et contrairement à ce qu'on pense dans nos pays africains, ici au Burkina, il n'y a peut-être pas plus de violence sur les femmes qu'en Europe, qu'en France par exemple.
On peut rechercher les statistiques. Voilà. Quand on est en ville, excusez-moi, vous et moi, nous avons plus de maîtresses que nos oncles qui sont au village. Ils ne connaissent pas ça. Mais c'est la première des violences faites à une femme. De la marier, et puis après, elle est posée à la maison, et puis l'homme peut sortir, il peut rentrer à n'importe quelle heure, et puis il sort avec n'importe qui. On résout ça comment? C'est toute notre société qu'il faut soigner. Pour vous et moi, c'est déjà gâté. Hein? Donc, notre génération, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut commencer à préparer, c'est la génération future. Donc, il faut bien éduquer nos petits garçons. Il faut bien éduquer nos petites filles. Mais si peut-être nous-mêmes déjà, on n'est pas bien dans notre peau, on n'est pas bien dans notre esprit, dans notre mental, ce n'est pas évident qu'on puisse leur donner cette éducation-là qui leur permet d'avoir une société meilleure, socialement parlant, par rapport à la nôtre aujourd'hui. Oui, Barry, réaction? Oui, moi je pense qu'au-delà de ces outils, au-delà de ces mesures, il faut qu'il y ait un engagement politique sincère. Il faut qu'il y ait de la vision politique sans que ce ne soit forcément des tapages. Parce que vous pouvez édicter des lois voilà, pour garantir la sécurité de la femme, pour garantir sa promotion. Comme on le voit, vous l'avez dit tout à l'heure, le quota des 30%. Mais vous voyez, dans la pratique, la loi parle de 30%. Effectivement, pratiquement tous les partis respectent ça. Mais il se trouve que ça ne change rien dans les résultats puisqu'on classe les femmes derrière. Mais si on a un engagement sincère de promotion de la femme, on peut y arriver. Thomas Sankara, par exemple, n'a pas eu forcément besoin d'édicter des lois pour valoriser la femme burkinabé ou la femme africaine. Donc, quelque part, l'engagement politique, il doit être sincère. La vision, elle doit être claire. Et c'est ainsi, pour moi, qu'on va arriver à résoudre le problème de la femme. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue et qui nécessite forcément que la mentalité des hommes aussi évolue. Et ça, on ne peut le faire que lorsque vous avez des actions politiques fortes. Aujourd'hui, on est tous entre nous hommes. Il y a des postes, par exemple, si vous nommez une femme, on va dire « Ah, c'est une femme ». Je vous donne un exemple. Si vous dites « Bon, je vais nommer une femme chef d'état-major général des armées », les gens vont crier. Où ça, ici? Je ne sais pas, mais les gens vont crier. Mais alors, il faut qu'il y ait un engagement politique ferme et fort pour changer les mentalités, pour que les gens s'habituent que bon, désormais on peut avoir une femme Premier ministre, une femme chef d'état-major des armées. Oui. C'est pas parce qu'elle est femme qu'elle ne peut pas occuper ses fonctions. Ça, il ne s'agit pas de loi, il s'agit d'une vision politique, il s'agit d'un engagement politique. Et comme je l'ai dit, Thomas Sankara n'a pas eu besoin de voter 1000 lois pour promouvoir la femme. Pour promouvoir la femme. Oui, Xavier, on va très rapidement aborder le troisième sujet, la suspension du stade du 4 août. Le 2 mars dernier par la Confédération africaine de football pour les compétitions internationales. Certains crient à une honte nationale, mais la décision ne nous a pas surprise, oui, puisqu'on a été plusieurs fois interpellés. Oui, justement. Vous savez, le ministre des Sports, quand il prenait fonction, je crois que c'était sa première conférence de presse, il avait évoqué le problème. Certainement qu'on lui avait déjà soufflé. Il a même dit que ce serait une honte, voilà, peut-être un échec pour lui s'il n'arrivait pas. Justement, certainement qu'il avait l'information et qu'il devrait travailler peut-être à résoudre le problème. Maintenant, je pense que ça pose vraiment une question de vision, un problème de gouvernance de nos infrastructures publiques dans son ensemble. Cette décision ne nous a pas surpris. Je crois que plusieurs fois, les journalistes sportifs ont décrié. Souvent, vous allez transmettre un match en direct, c'est le noir. Voilà. À plat, on ne sait pas, même à la télé, ça se voit souvent. Je pense que le problème était connu. Maintenant, c'est la vision politique à long terme qui a plus ou moins manqué et qu'on en est arrivé là. Ça pose un problème de gouvernance parce que, si vous voyez le stade du 4 août, il y a des salles à l'intérieur, il y a les maquis qui entourent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a de l'argent qui est récolté au quotidien et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je pense que toute cette réflexion-là devrait être menée depuis fort longtemps pour que on projette sa réhabilitation avant que la décision de la CAF... Par rapport à cette organisation, il y a ce qu'on appelle par exemple un EPE qui est rattaché au ministère des Sports, qui s'appelle Logis, oui. Logis de gestion des infrastructures sportives, qui ne gère pas que seulement le stade du 4 août, mais aussi d'autres infrastructures sportives qui appartiennent à l'État. Oui. Et c'est un EPE qui a un fonctionnement autonome. Oui. Et donc, si on arrive à faire ce distinguo, il y a également la fédération qui a sa part de responsabilité dans la gestion
de cette question, mais il y a aussi le ministère aussi qui a sa part. Oui, je pense que tous C'est ces même trois quand Gianni compartiments... Infantino était arrivé, Oui. c'est vrai qu'il est de la FIFA, mais il en avait aussi parlé. Oui, justement. Donc, sous ces trois compartiments-là, je pense que si l'interpellation est faite de façon régulière, on aurait quand même pris le taureau par les cornes et depuis, on aurait réhabilité le stade. Vous savez, le stade Sangoulé, je crois, qui avait été construit en 98 à Bobo, ce n'est pas fini. On n'a même pas fini la construction. Hein. Et c'est resté terne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les travaux ne sont pas achevés. Personne ne se pose la question qui a pris le marché, qui n'a pas fait son travail depuis 98 et aujourd'hui, les travaux ne sont pas achevés. Je pense que c'est la vision vraiment qui a manqué au niveau des responsables et ça nous est tombé comme ça. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on doit aller jouer nos matchs maintenant dans les pays voisins où, je crois, on a annoncé le Sénégal, où Oui, c'est tout encore à la fait. Côte d'Ivoire pour La les Côte prochains d'Ivoire. matchs. Bon, c'est déplorable, mais je pense que peut-être on aurait du mal à avoir en tout cas 10 ou 20 milliards dans les 3 mois pour réhabiliter ce stade-là. Non, il était prévu que les travaux commencent en janvier et je crois que quand l'équipe de la CAF était arrivée fin février, ils avaient trouvé que les travaux n'avaient pas commencé. Mais Et visiblement, là on aussi, n'aura pas comme le vous temps. le dites, c'est des questions de vision. Oui, Boukari, est-ce que c'est on n'aura pas le votre temps de avis le faire. également que quelque part, bon, il faut qu'on s'assume finalement et qu'on arrête tout le temps de rejeter la faute sur l'autre. L'enfer, c'est pas forcément l'autre. Non, non, bien sûr, c'est nous, on était conscients de ça. En plus, nous sommes en train de parler d'un pays qui prétend organiser une CAN en 2029. Et à la date d'aujourd'hui, c'est zéro stade aux normes internationales au Burkina Faso. Ça, on est vraiment passé à côté. Et il y a des exemples non loin de nous. Hein. En Côte d'Ivoire, le Félicia, donc le stade Félix au Fort-Boigny, était aussi dans une situation un peu délabrée. Ils ont commencé les travaux, mais en même temps, la Côte d'Ivoire avait mis aux normes un deuxième stade. Et c'est là-bas, nous, on négocie pour aller jouer maintenant. Nous aussi, on aurait pu soit mettre aux normes le stade à Bouaka Sangoulé Lamizana à Boubou Dilasso, dont Xavier a parlé tout à l'heure, qui aujourd'hui est complètement dépassé. Parce qu'on parle de la suspension du stade de 4 août, mais personne ne parle du stade Sangoulé Lamizana qu'il faut aller voir, qui aujourd'hui est moins confortable même qu'un stade comme le Wobi. Donc c'est dommage qu'on en soit arrivé là, alors que tout le monde était au moins au courant. On a tiré sur la sonnette d'alarme. Vous vous rappelez donc la une de Sidoya Sport, ça date d'octobre de 2020. Et à l'époque, déjà, rien n'a été fait. Donc, on a commencé à en parler véritablement avec la mise en place donc, de la dernière fédération. Et puis, finalement, les choses se sont emballées. On n'a même pas pu démarrer les travaux, donc on a été suspendu. C'est bien dommage. Il va falloir véritablement qu'on démarre les travaux d'ici là. Quand vous avez un stade et que les lampadaires commencent à ne pas bien donner, ou bien le tableau d'affichage, Et même pour ça, il y a certains observateurs qui estiment qu'il est possible de commencer les travaux de réfection, de les finir, et puis pour nous reclasser, ça va encore prendre du temps, oui. Barry. Oui, enfin, je pense que le stade du 4 août n'est pas un cas isolé. Hein. Il y a d'autres stades qui ont été suspendus avant le stade du 4 août parce que la Confédération africaine de football, sous la direction de Ahmad Ahmad, a décidé quand même d'inspecter ces infrastructures sportives pour voir si réellement elles répondent aux normes requises. Donc c'est ainsi que le stade Félicia dont il parle, le stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire a été suspendu. Il y a 2 stades qui ont été suspendus au Zimbabwe. Et le complexe sportif Barthélemy Bouganda en Centrafrique a été suspendu. Il y a aussi Mandela National Stadium de Kampala qui a été suspendu. En Tunisie, il y a un stade. Donc il y a un certain nombre de stades qui ont été suspendus ainsi parce qu'ils ne répondent pas aux normes requises. Pour revenir au cas burkinabé, il faut noter que depuis 1984, date donc de l'inauguration du stade du 4 août, il n'y a pas eu véritablement de travaux majeurs comment on appelle ça? De réfection. Des réfections de ce stade. Effectivement, en 1996, il y a eu des travaux, mais c'est des travaux mineurs qui ont concerné juste la tribune de presse et puis quelques vestiaires. Donc depuis 1984, le stade n'a pas connu de travaux majeurs. Aujourd'hui, la pelouse est en mauvais état et également, on parle des projecteurs qui ne fonctionnent pas. Bon, les tribunes, il y a des problèmes, mais c'est un critère qui ne c'est un critère qui ne pousse pas à la suspension du stade parce qu'avec Covid, la CAF a décidé que on ne va pas en faire un critère majeur. Donc l'ancienne fédération du football avait insisté sur la nécessité donc de refaire le stade du 4 août.
le gouvernement avait pris acte, je pense à l'époque, on avait parlé d'un budget de 9 ou à 10 milliards. 10 milliards. En février 2020, c'est 10 milliards pour le stade du 4 août et 24 milliards pour le stade Sangoulé-Lamizana. C'est ça, mais malheureusement, jusque-là, rien n'a été fait jusqu'à ce que l'on suspende donc le stade du 4 août pour contraindre les équipes du Burkina à aller jouer au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Bon, ça a un impact majeur sur l'image du pays. Effectivement, ça a un coût parce que bon, les stades, effectivement, au Sénégal, dans le cadre bilatéral, on pourra négocier pour qu'on ne paye pas la location du stade, mais en termes d'hôtel, en termes de logistique, tout ça, ça va coûter excessivement cher. Et pour moi, c'est l'image du pays qui est quand même écorchée à l'étranger. Ce n'est pas une bonne chose que ce stade-là, peut-être le gouvernement n'en fait pas une priorité pour un pays qui quand même a marqué beaucoup de points sur la scène internationale en matière de football, en matière sportive pour moi. On devrait quand même éviter cette honte au pays. Oui, Dabadi, votre avis sur cette suspension? Non, je pense que c'est un coup dur pour le sport burkinabé, notamment le football, parce que comme les uns et les autres l'ont dit, on sera obligé d'aller jouer ailleurs, Dakar ou Abidjan, je n'en sais rien. Je pense que c'est le programme qui a été donné par le porte-parole de la Fédé. Mais je crois qu'il faut dire que quand même, il y a un problème, parce que comme effectivement mon ami Barry l'a dit, ça fait quand même depuis pratiquement une trentaine d'années que le stade a été inauguré. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas songé à un travail de rénovation majeur. Ça a quand même posé un problème. Même chacun chez lui à la maison, vous savez très bien que votre maison ne va pas faire ça 30 ans tant que vous ne fassiez quelque chose. Mais il voilà un complet de cette nature. Il y a un problème. Mais le véritable problème dans ce pays, c'est qu'il n'y a jamais de sanctions. C'est ça en réalité. On l'a dit, regardez, les journalistes sportifs ont critiqué combien de fois les impairs au niveau de ce stade. On ne les a jamais écoutés. Tout à fait. Les toilettes, à un moment donné, des gens ont publié. On a dit, bon, c'est pas beau, quand vous faites ça, vous gâtez le nom du pays. Mais ce qu'on vient d'enregistrer, c'est quoi? C'est plus grave que ce qu'on attendait de faire à l'interne. Donc, je pense que c'est pour dire véritablement, c'est pour dire véritablement que cette décision doit pousser notre gouvernement à doter le pays d'infrastructures sportives de qualité. Et il n'y a pas que ça seulement, même dans bien d'autres domaines. Parce que le problème de la gestion se pose avec acuité. Le problème de la vision à long terme se pose. On se contente de gérer les choses au quotidien. Et quand on fonctionne comme ça, c'est difficile, surtout à l'échelle d'une nation. Je pense quand même qu'il faut avoir le courage de dire aux gens, lorsque ce n'est pas bien, que ce que vous faites n'est pas bien. Et si quelqu'un n'est pas à la hauteur, ce n'est pas parce qu'il est le cousin d'un tel qu'il ne faut pas le toucher, il faut lui dire la vérité. Et s'il ne peut pas, quelqu'un doit venir le remplacer. Exact. Parce qu'aujourd'hui, on va en payer le prix, c'est clair et net. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'État a beaucoup mis l'accent sur la décentralisation au niveau des infrastructures. Si vous voyez, à chaque 11 décembre, on investit aussi des milliards pour réaliser des stades qui finalement ne seront pas entretenus ou quel match on va jouer. Ouais, ça aussi, les journalistes, certains journalistes en ont critiqué. Malheureusement, on est rentré dans une vision de décentraliser, voilà, de satisfaire peut-être. De se concentrer sur l'essentiel. C'est peut-être ça aussi qui a joué. Oui, Barry, 30 secondes également. 30 secondes. Effectivement, la commission d'urgence de la Fédération burkinabé de football a saisi la CAF pour qu'elle puisse revenir sur cette décision, mais c'est peine perdue. Il faut qu'on se le dise. La CAF ne reviendra pas sur cette décision. On a un précédent. Le Zimbabwe, et notamment la ZIFA, Zimbabwe Football Association, avait saisi à l'époque, il y a 6 mois, la CAF pour qu'elle revienne sur la décision. Et au contraire, la CAF n'est pas revenue sur la décision et a même mis en garde la Fédération zimbabwéenne de football et l'a menacé de payer une amende de $4,000 si au 20 mars, elle ne venait pas à choisir un autre pays pour jouer le match suivant. Oui, et on va rapidement évoquer en 5 minutes le Sénégal, oui, où l'opposant Ousmane Sanko est en garde à vue. Sa garde à vue va prendre fin ce dimanche, oui, et il sera présenté dès lundi à un juge pour viol, mais aussi pour trouble à l'ordre public. Donc une affaire de viol qui devient une secousse politique finalement, puisqu'il y a eu des manifestations monstres dans le pays, et un peu partout dans le pays. Est-ce qu'il faut craindre le pire au Sénégal? Oui, tout peut arriver au Sénégal, mais pour moi, cette affaire est une affaire claire-obscure.
voilà un homme réputé être intègre, Ousmane Sonko, qui est arrivé 3e lors de la dernière présidentielle au Sénégal, réputé être intègre, réputé être un musulman rigoriste qui ne donne même pas sa main aux femmes, qui se retrouve dans un salon de massage, qui est accusé de viol par Aguissa. Oui, mais au lieu que la société musulmane, je ne demande pas qu'on... Mais il a expliqué, hein, oui, Sonko, il s'est expliqué dans plusieurs tweets, il dit que depuis son enfance, il traînait un problème lombaire et qu'il n'a pas les moyens de se soigner. Et donc, c'est le massage apparemment... Non, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Je veux dire, en temps normal, quand on est accusé de viol dans nos sociétés, vous voyez, c'est la vindicte populaire. Mais c'est tout le contraire qui arrive au Sénégal et on a une opinion qui est largement favorable aujourd'hui à Ousmane Sonko, qu'il soit au Sénégal ou en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une remise en cause de la gestion donc, du président Macky Sall qui, depuis son arrivée en 2012 donc, à la tête du Sénégal, n'a fait que arrêter, n'a fait que briser ses opposants. Ça a commencé avec Karim Wade donc, en 2013. Mais on s'est dit que Karim Wade, ministre du ciel et de la terre sous Wade, sous son père, quand même avait beaucoup pillé les ressources de l'État. Et donc, cet acte de Macky Sall consistait donc à l'assainissement des finances publiques. Ça a été salué et il n'y a rien eu. En 2014, c'est au tour du maire de Dakar, Khalifa Sall, d'être arrêté pour des raisons jugées fallacieuses par la population du Sénégal. Et aujourd'hui, c'est Sonko, donc, Ousmane Sonko, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste après que Idrissa Seck ait rejoint donc la majorité présidentielle. Sonko reste donc l'opposant valable au Sénégal. Et c'est sur lui que pèsent tous ces soupçons et on veut l'arrêter. Donc, et dans un contexte où la population sénégalaise soupçonne Macky Sall de velléité pour un 3e mandat, ce qui n'est pas forcément faux, parce que Macky, quoi qu'il arrive, il va tenter un 3e mandat. Donc aujourd'hui, cette arme de la population sénégalaise n'est pas seulement un soutien à Ousmane Sonko, mais plutôt une condamnation donc, de la gouvernance, un ras-le-bol d'un système qui n'a pas pu forcément apporter des réponses adéquates à la demande sociale qui est de plus en plus forte. Parce que lorsque vous regardez les jeunes qui sont sortis, ils n'ont pas fait que brûler, ils se sont attaqués à des alimentations. Ça traduit un peu que les gens ont faim, ils veulent manger, la pauvreté. Et donc, surtout avec le Covid-19 et les mesures prises, le couvre-feu et pratiquement tout. Donc c'est une interpellation de Macky Sall, sur la gouvernance, à ce qu'il apporte donc des réponses adéquates à la demande sociale, mais aussi qu'il respecte les principes démocratiques au Sénégal, parce que quoi qu'on dise, c'est un État démocratique, le Sénégal. Oui, Boukari, c'est votre avis également qu'il y a des velléités de 3e mandat qui peuvent se cacher derrière cette affaire Ousmane Sonko? Tout à fait. Je pense que c'est le contexte qui donne du sens à cet événement-là. Ça se passe dans un contexte où depuis quand même quelques mois, les Sénégalais sont en train d'alerter sur le fait que Macky Sall est en train de préparer son 3e mandat. J'ai l'habitude de suivre les médias sénégalais. Le sujet est permanemment donc, évoqué au niveau de ces médias-là. Donc si c'est dans ce contexte-là qu'on en vient à porter des accusations de viol sur un opposant politique qui aujourd'hui est de fait le premier leader donc, de l'opposition, Idrissa Seck ayant donc rejoint Macky Sall, donc naturellement on ne peut pas ne pas voir la même politique derrière ça. Et comme vous le savez, c'est très facile donc de casser, de briser les opposants avec des femmes. Donc cette histoire de viol, que ce soit avéré ou pas, heureusement que peut-être, comme Barry le disait, l'opinion n'est pas allée dans le sens de ce qui avait été préparé. Sinon, véritablement, il allait en prendre un terrible coup. Le fait n'est pas de prouver qu'il ait violé la femme ou pas, mais c'est juste pour le salir. Moi, ça me rappelle cette affaire en France concernant Tariq Ramadan. Donc, quand vous avez un personnage comme ça, qui dégage une certaine probité, bon, voilà, de la rigueur, et que finalement on arrive même à penser qu'il ait pu avoir des rapports sexuels, ça suffirait à le détruire. C'est le cas avec Tariq Ramadan, c'est le cas avec aujourd'hui Ousmane Sonko. Quel que soit l'issue de cette affaire-là, il y a des gens qui vont dire mais écoute, le gars il n'est pas sûr. Oui, la patronne du salon de massage même a fait des témoignages sur les médias locaux pour dire que apparemment son employé n'est pas dans la vérité. Et on l'a écopé de publication de vidéos. Elle a été également... Oui, effectivement, mais il y a aussi que, selon les témoignages,
la fille qui l'accuse, la masseuse, donc, avait demandé à sa collègue de quitter le salon. Elle veut être à l'aise. Et puis bon, celle-là est finalement partie. Et pour moi, comment il peut y avoir des viols avec l'évolution de la science aujourd'hui sans qu'on puisse les démontrer par des examens? Donc je vais dire, au-delà de la machination politique qui peut être considérée dans ce cas d'espèce, mais je pense qu'on est en plein pied dans un combat politique où les accusations contre Macky, qui tentent donc de détruire tout ce qui est opposant devant lui, c'est avéré parce qu'il ne veut pas sentir un opposant devant lui. Et le peuple sénégalais, qui en 2012 a soutenu donc Macky face à un Wade, pour débarrasser de Wade, a aujourd'hui marre de Macky Sall qui est en train de détruire tous ses opposants et par des méthodes peu orthodoxes. Et ce qui fait mal de plus au niveau des Sénégalais, c'est que le gouvernement de Macky Sall, lui, c'est pas forcément un gouvernement qui est respectueux de l'éthique. On a vu beaucoup de ministres qui sont épinglés dans des affaires de corruption et il n'y a rien eu finalement. Oui, on est vraiment pris par le temps. On va s'arrêter là parce qu'on nous dit que l'heure qui est arrivée est épuisée. Désolé Dabadi Zoumbara, désolé Xavier Belemiégré. Ce n'est que partie remise. Tout ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui ne fait pas vraiment honneur à la démocratie sénégalaise qui a toujours été une démocratie de modèle, un modèle identificatoire pour l'Afrique. Merci à tous les quatre d'être venus. Abdoulaye Bari est journaliste et analyste politique. Dabadi Zoumbara est rédacteur en chef des éditions Le Pays. Boukari Ouba est rédacteur en chef du journal d'investigation Mutation. Il est éditorialiste et analyste politique également. Et puis Xavier Belemiégré est rédacteur en chef de Radio Burkina, éditorialiste et analyste politique. Merci à vous également pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.